Hello les férus de curiosité. Clément Ader crée le terme avion en 1875. Il est l'un des pères de l'aviation et il était français. L'avion permet à des gens de se retrouver, de voyager dans des pays qui ne sont pas les nôtres, mais aussi de faire des voyages d'affaires, notamment pour les sportifs. En 1972, un siècle après la création de l'avion, même si ça n'a aucun rapport, un avion s'écrase dans la Cordillère des Andes, qui est la plus grande chaîne de montagnes du monde. À l'intérieur, il y a 45 personnes, il y en a qui vont mourir pendant le crash ou même de blessures, et les autres, les survivants. Qu'en est-il? Et si jamais personne ne venait les sauver? Imagine que t'es coincé avec un crash d'avion dans la neige et que personne ne viendra te sauver. Qu'est-ce que tu ferais toi? Eh bien eux, ils n'ont pas eu le choix que d'opter pour une pratique qui date du Paléolithique. Je t'invite avec moi à voir de quelle pratique il s'agit, en faisant preuve bien sûr, ensemble, de curiosité. Bienvenue en Uruguay. Je te laisse préparer tes valises car nous partons directement pour le Chili puisque c'est sur la route que l'on va discuter de ce qui s'est passé. Dans notre avion, tu trouveras des membres de l'équipe de rugby de Montevideo ainsi que les membres de leur famille, amis et autres. Et oui, un petit match a lieu au Chili, alors hop hop, l'avion va décoller. Le début du vol se passe bien mais il y a quand même un petit peu de turbulence, non ? Pas de panique, le pilote il va s'arrêter en Argentine pour une nuit parce que c'est quand même plus safe. Pour un vol de 3 heures, on peut pas rester dans des conditions comme ça. Alors, bonne nuit. Hello! Bien dormi? Ça tombe bien, on repart pour le match de rugby. Il y a un peu de vent, encore, climat de merde, mais ça va, pour l'instant ça va. En tout cas, le pilote juge que ça va. Et il a un petit choix, c'est de passer par la Cordillère des Andes, qui est, comme je te le disais tout à l'heure, la plus grande chaîne de montagnes du monde. La plus longue. J'ai peut-être dit la plus grande, mais c'est la plus longue. Ça le lance. Mais le pilote va faire une erreur fatale. Pensant avoir traversé toute la couche de nuages, il va amorcer une descente, lente. Mais ce n'était pas du tout le moment, Julio, pas du tout. Le vent qui vient d'en face va ralentir la descente de l'avion, ce qui va faire qu'il va se prendre un pic de montagne et il va se faire péter l'aile droite, qui va, elle, détruire la dérive à l'arrière et qui va faire un trou énorme. Et puis alors, en plus de l'aile droite, c'est l'aile gauche qui, elle aussi, va se prendre un sommet de montagne. L'avion va s'écraser, on n'a plus d'aile. Nous sommes le 13 octobre 1972 et nous voilà perchés sur un glacier à plus de 3600 mètres d'altitude, dans le froid et la neige. Le pilote, son navigateur, le steward et 2 autres membres d'équipage sont morts sur le coup. Avec eux, 9 autres personnes et 5 portées disparues. Nous voilà bel et bien paumés en pleine Cordillère des Andes. Il est temps de dormir puisqu'il fait nuit. Alors les nuits passent, et passent encore. Et pendant ces nuits, 17 personnes vont décéder de leurs blessures. Par chance, mais aussi par technique, puisqu'il fallait faire du bon bidouillage, des survivants réussissent à remettre la radio en état, et nous apprenons que les secours sont à notre recherche. Ce qui est une très bonne nouvelle, puisque la nuit, on avoisine les moins 40 degrés Celsius. Ce qui, même si tu as 3 couvertures, c'est beaucoup trop froid. Mais 11 jours après le crash, une mauvaise nouvelle tombe à la radio. Le Chili, l'Uruguay et tous les pays qui cherchaient à nous retrouver, ils abandonnent tous les recherches. L'avion est blanc et en pleine neige, c'est donc quasiment impossible de retrouver un camouflage aussi parfait. Nous voilà donc 27 piégés à devoir survivre avec ce qui nous entoure, c'est-à-dire que dalle. Très peu de flore, quasiment aucune faune. Les survivants comprennent donc vite que leur survie est très courte. Et 16 jours passent après le crash, et là, c'est une avalanche qui tombe sur l'avion. La carcasse est donc couverte de neige et 8 personnes meurent de cette avalanche. Nous ne sommes plus que 19. Jusque là, tu te dis, c'est un crash, il y en a eu beaucoup, la survie est très peu probable, et peut-être que ça va bien se finir, certes. Mais il y a toujours cette pratique du Paléolithique dont je t'ai parlé en intro, et j'y viens. Il est très important, notamment pour des sportifs, d'avoir un esprit d'équipe, une cohésion et un accord très solide. Et là, pour la survie, ils se sont tous organisés et ils sont tous d'accord. Si cela est nécessaire et vital, et que l'un de nous vient à mourir, les autres pourront le manger. Et par manger, j'entends bien sûr la consommation d'un aliment lambda. Sauf que là, on parle de chair humaine, et n'oublions pas une chose, c'est que dans l'avion, il y avait la famille, les amis, les proches,
Alors, comme dit dans le film Les Survivants, que je t'invite à voir si l'histoire t'intéresse, il y a un des survivants qui va prendre son courage à deux mains et qui va lui-même s'occuper de la découpe. À l'aide d'un bout de verre, il va ouvrir des jambes et donner la chair à ses potes, en sachant que c'est le seul qui aura vu qui il a dû disséquer, si je puis dire. Les autres mangeaient, ils se contentaient de manger sans savoir à qui appartenait la chair. Il est le seul à savoir qui il a dû disséquer. Il faut se secouer parce qu'on est dans un froid hivernal et malgré cette nouvelle nourriture, il est quasi impossible de survivre. Alors il y a deux survivants qui prennent leur courage à deux mains et des provisions et qui partent pour rejoindre le Chili et demander de l'aide. Parce que là, il y a un moment où si personne vient nous aider, on peut pas... C'est pas possible autrement. Eh bien, le 20 décembre 1972, il tombe sur Sergio Catalan, qui va prévenir les autorités le lendemain pour que, le 22 et le 23 décembre, les 16 survivants puissent être sauvés. Fin du cauchemar. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, No, sí, pensamos no contestar. Effroyable histoire avec peu de curiosité, mais simplement beaucoup trop de force dans cette histoire pour ne pas en parler. 40 ans plus tard d'ailleurs, eux, ils en parlent encore comme d'un effroyable souvenir. L'un d'eux dira même que ce qu'il a fait, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Il garde bien sûr quelques séquelles psychologiques, surtout Carlitos qui, souviens-toi, est le seul à savoir qui il a dû découper pour donner à manger à ses collègues. Fin de l'histoire, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire, sache qu'il ne faut pas avoir peur de prendre l'avion à cause de ce genre d'incident. Simplement, évitez l'hiver. Je rigole, bon. Bref, je vais me rafraîchir les idées parce qu'après avoir écrit un tel script, c'était assez particulier mentalement. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode et vive la curiosité.